Bonjour à tous, je suis Mathis Bonin, je suis un des internes du service de chirurgie vasculaire et je vais vous parler aujourd'hui d'un article paru dans le journal Circulation en juillet 2024, Venous Trajectories After Revascularization in Patients with Peripheral Artery Disease, a Unified Approach to Understanding the Risk of Major Amputation of Death. Rapproche-toi de l'autre. Avant tout, je vais commencer par une petite introduction, même si je sais que vous êtes tous à jour, concernant l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, c'est une pathologie qui peut être aiguë ou chronique et qui résulte de l'occlusion complète ou partielle des artères irriguant les membres inférieurs. Cette pathologie, elle peut apparaître du coup de manière aiguë ou de manière chronique avec l'apparition de vaisseaux collatéraux qui peuvent permettre aux patients de garder une mobilité ou bien de manière aiguë provoquer une ischémie des membres inférieurs avec un risque d'amputation et de perte du membre inférieur. Il faut savoir que c'est une pathologie qui est très morbide, avec une prévalence qui est en augmentation aujourd'hui. C'est la troisième cause de morbidité vasculaire athérosclérotique, après l'AVC et l'infarctus du myocarde. C'est une pathologie qui a de nombreux facteurs de risque, notamment l'âge, le diabète, le tabac, l'alcool et l'obésité. Et dans ce contexte, cette pathologie, elle a plusieurs traitements et un délai qui s'impose. Dans le cas de pathologies chroniques, on a une planification et une classification de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et ces traitements dépendent de l'évolution de la pathologie. On peut avoir des traitements hygiéno-diététiques, des traitements médicaux et à terme des traitements chirurgicaux, que ce soit par amputation, par revascularisation, et revascularisation, que ce soit par chirurgie ouverte ou bien par intervention endovasculaire. Néanmoins, cette pathologie, du coup, comme je le disais, elle a à l'origine de beaucoup de morbidité, d'amputations et à terme de décès. C'est pourquoi cet article s'est proposé pour effectuer plus de recherches dans ce domaine-là, notamment sur le devenir des patients après la revascularisation et aussi après l'amputation. À savoir qu'aujourd'hui, on manque d'informations sur le futur des patients après la revascularisation, notamment entre leur devenir entre l'amputation et le décès, et que beaucoup d'études prospectives aujourd'hui réalisées montrent le futur après amputation, mais ne concernent pas forcément les patients qui ont subi des revascularisations avant l'amputation. Donc cette étude, c'est une étude de cohorte rétrospective qui a été réalisée en Angleterre de 2013 à 2020. Elle s'est basée du coup sur l'Hospital Episode Statistics Admitted Patient Care en Angleterre, donc il y a un registre qui recueille toutes les données de patients qui ont été accueillis dans les NHS Hospitals, donc les hôpitaux d'intérêt commun en Angleterre. Et elle s'est basée aussi sur le UK Register of Death, donc tous les registres de décès en Angleterre. Est-ce qu'il précise si ce registre est exhaustif au niveau de la population UK ou pas? Oui, il précise que c'est exhaustif et que même on fait un tri dans ce registre-là. Donc ils ont utilisé les patients vascularisés entre 2013 et 2020. Il faut savoir qu'ils voulaient avoir un effet de première revascularisation chez les patients. Donc les patients qui avaient bénéficié d'une revascularisation des membres inférieurs entre 2011 et 2013 ont été exclus afin de conserver cet effet de semblant de première revascularisation. Ils se sont intéressés notamment aux amputations majeures et aux décès. Donc les amputations majeures, ils les définissaient comme toutes les amputations survenant au-dessus de la cheville, et les décès, donc comme les patients apparaissant dans le registre de décès. Pour cette étude, ils ont utilisé 4 critères de jugement principaux, grâce aux marqueurs d'amputation majeure et de décès, que je vais présenter juste après. Ils revendiquaient leur étude comme une nouvelle approche grâce à l'approche intégrative. L'idée, c'était de décrire la trajectoire de la pathologie en fonction des caractéristiques des patients, de leurs facteurs de risque, et donc d'étudier leur évolutivité après revascularisation. Hop. Donc comme je le disais, il y avait 4 critères de jugement principaux. Ils ont pris une population du coup qui a bénéficié donc, à l'état 1 d'une revascularisation des membres inférieurs et ils ont étudié leur devenir. Les patients pouvaient soit bénéficier d'une amputation majeure au-dessus de la cheville,
Et dans ce cas, ils étudiaient leur devenir, à savoir mort ou non mort à la fin de l'étude, et donc représenté par l'état numéro 2 et l'état numéro 3. Et sinon, l'état numéro 4, qui est le décès après revascularisation, mais sans amputation. Ils ont aussi utilisé un quatrième critère de jugement principal, qui est le décès, toutes causes confondues. Euh, donc, au total, c'est près de 95 000 patients qui ont été screenés. Parmi cette population, on a 54% du coup, on a 51, ça c'est la présentation à la fin de l'étude. Il faut savoir que l'étude du coup s'est déroulée de 2013 à 2020. À la fin de l'étude, on note qu'il y a 55% de la population qui a été revascularisée et qui est toujours en vie. Parmi cette population de départ, il y a 10% des patients qui ont bénéficié après leur revascularisation d'amputation majeure et 5,5% de ces patients ayant bénéficié d'amputation majeure qui sont décédés. Parmi les patients qui ont juste bénéficié de la revascularisation, il y a 35,5% des patients qui sont décédés à la fin de l'étude. Ça va acheter peut-être. C'est des revascularisations chirurgicales, endovasculaires ou Alors, confondues? ils ont pas fait, enfin, ils ont recueilli le type d'intervention réalisée, mais ils ont mélangé tout type de revascularisation, que ce soit 94 000 revascularisations entre 2013 et 2020 ouais, en Angleterre. en Angleterre. Parmi enfin, il y en a eu plus, il y en a eu 98 000. Parmi cette population, ils avaient exclu les patients qui n'étaient pas résidents en Angleterre pour avoir un meilleur suivi. Les patients, pardon, j'ai oublié de le préciser, qui avaient moins de 50 ans ont aussi été exclus, afin de se concentrer sur une population plus représentative. Et le reste des Parce qu'en France, entre 2013 et 2011 et 2019, rien qu'en endovasculaire, donc même pas en chirurgie ouverte, et en infra-inguinal, donc je ne compte pas l'iliaque, on est à 360 000 patients. C'est pour ça que je trouve ça très très peu. Après, je vous montrerai dans mes limites, la classification des patients justement qui ont bénéficié de cette revascularisation est un peu limitée d'un point de vue administratif. Donc, pour recruter ces patients, effectivement, il y a eu une exclusion des patients qui avaient moins de 50 ans et qui ne résidaient pas en Angleterre afin d'avoir un meilleur suivi. Au total, cette population, elle était représentée par une majorité d'hommes, 66% de la population. 40% des patients étaient diabétiques. L'âge médian était de 72 ans et 34% des patients étaient pris en urgence. Dans cette étude, ils ont fait une distinction entre les patients qui étaient pris en urgence, admis en urgence pour intervention, et ceux qui étaient pris en intervention, mais de manière programmée. Il faut savoir que les patients admis en urgence, justement, étaient plutôt vieux, diabétiques et présentaient des plaies cutanées, donc un stade sévère d'artériopathie des membres inférieurs. Et que, au total, c'est près de 2 tiers des patients qui étaient amputés qui ont été pris en charge en urgence. Du coup, oui. Alors en fait, c'est 10% pendant l'étude qui ont bénéficié d'une amputation. Mais à la fin de l'étude, sur ces 10%, on a 4,3% qui sont encore en vie et 5,6% qui sont décédés. Donc ça, c'est le résultat pour la population générale, mais ce que l'étude voulait, c'était se pencher plus sur les facteurs de risque qui pouvaient intervenir dans la trajectoire de la maladie. Donc pour ça, ils ont réalisé une analyse multivariée. Donc voici le forest plot de l'étude. Le point le plus important sur lequel je voudrais me pencher, c'est sur l'âge des patients. Au cours de l'étude, ils ont fait des groupes d'âge afin d'étudier le devenir des patients et ils ont montré qu'il y avait un double effet de l'âge. Les patients plus jeunes bénéficiaient plus souvent d'une amputation et avaient un taux de décès diminué après amputation. En comparaison aux patients plus âgés qui, eux, bénéficiaient moins de l'amputation et au contraire représentaient un taux plus élevé de mortalité après amputation et même sans amputation. Bon, c'est intéressant parce que là, en fait, il y a des biais dans les registres. C'est qu'en pratique clinique, on sait très bien qu'un patient très âgé
qui est un échec de revascularisation, on va pas non plus, on a plutôt tendance, dans un bon nombre de cas, lui proposer un traitement palliatif finalement, de confort, et ne pas aller jusqu'à l'amputation. Donc, mais en France, c'est la même chose, il faut être très prudent dans l'interprétation de ces données. J'en parle justement à la fin sur le fait qu'effectivement, il y a un lien entre justement ces amputations et l'âge des patients, leur contexte, qui n'est pas forcément explicité dans l'étude. Ensuite, au-delà de l'âge, il y a aussi une part importante du diabète qui était un facteur de risque important pour l'amputation, pour le décès sans amputation et pour le décès après amputation. Durant l'étude, ils ont aussi essayé d'opposer deux scores, donc le score de Charlson, qui se basait sur les informations administratives cotées à l'entrée à l'admission, mais qui ne prenaient pas en compte le diabète, étant donné qu'ils ont pris le diabète comme facteur de risque indépendant dans l'étude. Et ils opposaient ce score au SCARF Index, qui lui prenait en compte 32 comorbidités, qu'elles soient médicales ou fonctionnelles, comme des déficits à la mobilité. Donc, en opposant ces deux scores, ils se sont rendus compte, donc le SCARF Index qui donnait un score de fragilité à la fin, que le SCARF Index, lui, avait plus de poids concernant la revascularisation et la mortalité sans revascularisation, alors que le score de Charlson, lui, était plus important pour la transition numéro 3, qui évaluait justement le taux de mortalité après amputation. Enfin, ils ont étudié donc, la prise en charge en urgence ou non en urgence, et ils ont constaté que la prise en charge en urgence, donc dans une hospitalisation non programmée, était un facteur de risque qui pesait pour l'amputation et pour le décès sans amputation. Ils ont aussi montré que l'amputation, donc comme je le disais, était liée il y avait un point de l'âge sur l'amputation. Les patients qui bénéficiaient pas d'amputation présentaient un plus haut taux de décès, au plus haut taux de mortalité à la fin de l'étude que les patients jeunes. Ils ont aussi porté leur étude sur le délai entre la revascularisation et l'amputation. Donc pour cela, grâce au registre, ils ont pu déterminer à combien de temps de la revascularisation était réalisée l'amputation. Et ils ont constaté que les amputations réalisées à 6 mois de la revascularisation et à 1 an de la revascularisation, les patients présentaient un taux de mortalité plus important. Et que ce constat était observable aussi bien chez les patients jeunes, donc notamment en 50-54 ans, que les patients âgés à 80-84 ans. Même chose, je trouve qu'il y a un biais dans ce résultat et je vous en parle à la fin. Enfin, ils ont porté un intérêt sur les revascularisations programmées et en urgence, que ce soit en intervention programmée ou en intervention en urgence. La part de décès après amputation restait marginale sur la part de décès totale, mais qui avait un poids plus important chez les jeunes patients, c'est-à-dire que le taux de décès après amputation était plus important, toutes choses égales par ailleurs, chez les patients jeunes que chez les patients âgés. Si on passe à la discussion et au constat qu'on peut garder de cette étude, elle met en évidence la nécessité de mieux comprendre les progressions de la maladie afin de mieux prendre en charge les patients. Il faut identifier le poids des caractéristiques des patients et donc des facteurs de risque qu'ils peuvent représenter, notamment la prise en charge en urgence ou non. En fait, pour classifier un patient pour inclure un patient, ils ont utilisé du coup pas un critère diagnostique, ils ont juste utilisé la classification à l'entrée de l'hôpital, donc la classification ICD-10. Donc simplement à l'entrée dans l'hôpital, quand les actes étaient cotés, ils ont gardé le diagnostic artériopathie oblitérante des membres inférieurs, sans classer la pathologie, donc en stade 1, 2, 3 ou 4. Ils ont supposé que les patients qui étaient pris en urgence présentaient plutôt des ischémies critiques, mais étant donné qu'on n'avait pas le diagnostic précis de l'artériopathie, on a une limite à ce niveau-là. Pour les patients pris en urgence, la question quand même se pose d'adapter le traitement, à savoir plutôt que de proposer une revascularisation d'emblée,
proposer directement soit une amputation, soit proposer des soins palliatifs dans la mesure où le taux de décès était plus important. Il faut aussi porter un point important sur l'âge du patient. Les patients plus jeunes qui étaient revascularisés avaient un taux de survie plus important, alors que du coup les patients plus âgés, eux, bénéficiaient moins de l'amputation et présentaient un taux de décès plus important à la fin de l'étude quand ils n'avaient pas bénéficié de l'amputation. Donc il faut se poser plus cette question, notamment sur les soins palliatifs et sur, comme on l'expliquait, sur le fait que les patients âgés ne doivent pas forcément bénéficier de l'amputation et peuvent juste bénéficier de soins palliatifs. Enfin, il faut évoquer le délai entre la revascularisation et l'amputation. Comme je l'avais expliqué, les patients ayant bénéficié d'une amputation plus rapprochée de la revascularisation présentaient un taux de décès plus important, donc il faudrait peut-être adapter le traitement et, si nécessaire, dans ce cas-là, proposer d'emblée une amputation chez des patients chez qui on peut supposer que malgré la revascularisation, une amputation sera nécessaire. Les limites de cette étude, c'est que les patients ont été ils ont inclus tous les patients qui ont bénéficié de la revascularisation, mais ils n'expliquent pas la quantité de revascularisation réalisée. Est-ce que les patients bénéficient d'une seule revascularisation ou au contraire plusieurs revascularisations avant de bénéficier de leur amputation? L'autre limite, c'est donc la classification des patients en artériopathie oblitérante des membres inférieurs. On n'a pas la stadification de ces patients, donc on ne sait pas si c'est des ischémies critiques ou au contraire simplement des claudications intermittentes. Et enfin, on a des manques d'informations concernant la localisation précise de l'artériopathie. À savoir, on sait juste quel type d'intervention chirurgicale a été réalisée, mais on connaît pas on ne sait pas initialement où était localisée la sténose ou l'occlusion artérielle. Chose que j'ai pas précisé dans l'étude, chose que j'ai pas précisé et que j'ai pas montré, c'est que l'intervention chirurgicale, que ce soit par endovasculaire ou par chirurgie ouverte, n'avait pas de conséquences sur le taux d'amputation ou le taux de décès a posteriori. Est-ce qu'ils sont capables dans cette étude, enfin, dans ce registre administratif, de préciser le côté? Est-ce qu'ils savent ça? Ils savent le côté, effectivement, et ce n'était pas considéré comme un facteur de risque ayant un poids dans le suivi du patient. En conclusion, donc, on a une variabilité des trajectoires des patients selon leurs caractéristiques personnelles, comme on l'a vu dans cette étude. Donc à la fin de cette étude, il propose de réaliser du coup une approche personnalisée de la prise en charge en fonction du patient, de ses différents facteurs de risque et de son âge. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est possible d'adapter ces lignes de traitement en fonction de tous les patients devant la multitude de facteurs de risque qu'ils présentent et le coût que ça pourrait représenter à ce niveau. Merci beaucoup. Merci. Très impressionnant. Question. Ça va? C'est très intéressant parce que ça quand même reflète un petit peu notre activité. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, pareil, sur une étude. Le taux d'amputation était très faible, mais je pense qu'il y a, lorsqu'on est en bout de course un petit peu, soit en termes de revascularisation ou soit sur les patients âgés, on est moins prompt à proposer aux patients un geste d'amputation majeure. On est peut-être plus palliatif, traitement médical, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Je demande ici. Ouais, selon le terrain, ça c'est un patient très âgé, en fait. Vous proposez une amputation majeure? S'ils sont hyperalgiques, oui. Ça dépend, parfois des amputations de confort, mais c'est pas non plus La question du soin palliatif est vraiment tabou. Je pense qu'on avait du mal à ne pas proposer des outils qu'on maîtrise nous, il y a quelques années. Maintenant, laisser faire le cours de la vie, ça nous pose moins de problèmes. Tu penses qu'il y a une évolution plutôt positive là-dessus, on propose plus facilement une prise en charge palliative? Et moi, c'est ce que j'ai l'impression aussi. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé dommage dans l'étude, c'est que
Déjà, ils n'ont pas, hormis l'âge du patient, on n'a pas l'état clinique du patient, à savoir effectivement si on peut avoir comme ici des patients qui, à 80 ans, ont quand même une bonne réserve physiologique et d'autres chez qui effectivement on s'oriente plus vers du palliatif. Je trouve qu'ils n'ont pas fait cette distinction à ce niveau-là, donc c'est difficile de faire la part des choses, de savoir à quel patient, malgré l'âge, on propose une prise en charge palliative ou non. On essaie d'en parler quand même avec l'index du Frailty, là. Avec la fragilité du Donc, c'est des score. scores pour les Mais, équipements en pratique courant, hein, donc c'est ça le problème. Je connaissais le Charlson, je ne connaissais pas le SCARF. ils ont introduit effectivement ici, qui a l'air plus exhaustif que le Charlson quand il le présente dans l'étude. Est-ce que ces index de fragilité tiennent compte du caractère social du patient? Il me semble que dans le Charlson, oui, parce que le Charlson, il prend en compte aussi bien des. Si je dis pas de bêtises, c'est le Charlson qui prend en compte. Je sais pas si Ah non, pardon, c'est les analyses qui prennent en compte justement le critère socio-économique. Et donc tu disais sur le Charlson, C'est le Charlson, lui, il prenait plutôt des signes administratifs, en fait. Il se basait sur la fiche d'entrée des patients d'un point de vue administratif dans les recueils. Alors que le SCARF, lui, prenait aussi bien des informations médicales que fonctionnelles. d'accord. Je pense que c'est plus le SCARF. Il ne détaille pas non plus précisément chaque score. Mais comme disait Charles, c'est vrai que dans l'étude aussi, ils ont pris en compte l'accès aux soins pour chaque patient. Et je ne l'ai pas montré ici, mais effectivement, l'accès aux soins avait une part dans Qu'est-ce que tu appelles le. l'accès aux soins? Ils appelaient ça la deprivation. Donc c'était la localisation géographique en fait des patients et leur accès aux soins et ensuite leur suivi à ce niveau-là. D'accord. Ok, très bien. Et...